Elle est partie là où l'on n'autorisait même pas les siens à aller. Une tribu qui refusait depuis des siècles tout contact considérait ces terres comme sacrées. Aucun étranger n'y avait accès. Mais Mariana Ruiz décida de briser l'interdit, et son nom se retrouva bientôt parmi ceux dont les traces se perdent dans la jungle plus vite que l'eau ne s'enfonce dans la terre après une averse tropicale. Mariana avait 41 ans. Anthropologue au nom connu des universités de Lima et de Mexico, une femme qui avait consacré 20 ans au travail de terrain. Elle ne vivait pas dans des bureaux, mais dans des camps, entre tentes, feux et carnets manuscrits. Dans sa biographie, on trouvait les Sierras mexicaines, des affluents de l'Amazone et des villages difficiles d'accès des Andes. Mais c'est le Pérou qui devint son objectif principal. Là, au cœur de l'Ucayali, vivait une communauté que même les cartes officielles désignaient comme « zone taboue ». On savait peu de choses sur eux. Pendant décennies, les anthropologues avaient tenté d'entrer en contact, et chaque fois, l'histoire se terminait de la même manière. Les habitants refusaient, se retiraient dans la forêt, laissaient derrière eux des villages vides. Les légendes disaient qu'ils protégeaient leurs rites et n'admettaient aucun témoin. Dans les années 1980, une expédition entière disparut. Officiellement, on parla de maladies et d'erreurs d'itinéraire. Mais les archives gardaient des carnets avec une phrase récurrente. « Ils ne veulent pas de nous ici ». Mariana connaissait toutes ces histoires, et c'est justement elles qui devinrent pour elle un défi. Elle croyait que la fermeture n'est pas une condamnation éternelle, mais une protection que l'on peut dépasser par la confiance. Dans sa demande de bourse, elle écrivait « Le rite d'initiation est une fenêtre sur le monde où l'enfant devient adulte. C'est la clé pour comprendre comment une communauté préserve son identité au XXIe siècle. Si nous perdons cela, nous perdons une part de nous-mêmes. » Elle réunit une équipe de 3 personnes, un interprète, un jeune étudiant et un guide. Mais au dernier moment, tout changea. Le guide refusa. Il dit simplement « Je n'irai pas là-bas, même si vous payez triple. C'est leur territoire. » L'étudiant prit peur lui aussi et s'en alla. Mariana décida de partir seule. À Lima, elle acheta le strict minimum, un sac à dos, un appareil de navigation, une tente-abri, un enregistreur, des batteries de rechange et une carte portant la mention « Zone taboue ». Elle savait que les autorités n'approuveraient pas son itinéraire. Mais dans son journal, on lisait « Quelqu'un doit prendre le risque, je le prendrai ». Le premier jour de route fut calme. La barque remontait l'Ucayali, l'eau reflétait le soleil, les berges étaient couvertes de verdure. Elle notait « Humidité 90%, chaleur, cris de singe, aucune trace humaine ». Tout paraissait familier, presque routinier. Mais au bout de quelques heures, les premiers signes apparurent. Sur un banc de sable, elle remarqua des symboles dessinés avec des branches, un cercle et un trait. Elle les photographia et écrivit « Signe, peut-être un avertissement ». Le soir, elle s'arrêta à un coude de la rivière. Elle établit le campement, monta l'abri, alluma le réchauffe-eau. La nuit tomba d'un coup. Dans la jungle, l'obscurité tombe comme une pierre. Assise avec son carnet, elle écrivit « Premier jour, réussi ». Demain, j'avance plus loin à l'intérieur. Mais dans le noir, derrière elle, une branche craqua. Elle se retourna et ne vit que la nuit. Elle se dit « Ce sont des animaux ». Mais une pensée traversa pour la première fois « Et si ce n'était pas le cas ?» Que se passe-t-il quand un scientifique pénètre dans une zone sacrée où le simple fait d'être là est déjà une injustice? Pour Mariana Ruiz, la deuxième matinée d'expédition fut une réponse. La forêt cessa d'être un décor neutre et devint un juge. Et plus elle avançait, plus cela devenait évident. Ici, on n'attend pas d'explication, on attend que tu comprennes l'allusion et que tu repartes tant qu'il en est encore temps. Elle se réveilla d'un froid humide, pas d'un bruit. On aurait dit que la nuit avait seulement changé de teinte et s'était figée en un voile laiteux au-dessus de l'eau. Le brouillard était bas, collait à la peau, aux cheveux, aux pages du carnet, comme s'il voulait aspirer l'encre de toute note. La tente s'était gorgée d'eau durant la nuit, toutes les coutures s'étaient assombries. Mariana alluma le réchaud et, retroussant les manches, regarda la carte pliante dans sa pochette étanche.
L'épingle rouge qu'elle avait posée la veille s'était décalée vers un ruisseau. L'amarre avait-elle tenu pendant la nuit? Il ne restait qu'à le deviner. Elle se répétait « Ne perds pas le rythme. L'itinéraire, c'est du temps, pas des kilomètres. » Et pourtant, avant de se mettre en route, elle écouta quelques secondes la silence. Il n'était pas absolu. Quelque part cliquetait un coléoptère mouillé, plus loin sifflait une chorale d'insectes invisibles. Mais les oiseaux ne chantaient pas. Pour ces lieux, c'était anormal. Elle prit l'enregistreur. Jour 2. Humidité élevée, brouillard bas. Cap au nord-est par la ligne sèche entre deux ruisseaux. Près du camp d'hier, traces de pieds nus dans le sable. Petite pointure, pas prudent. Hypothèse, observation. Sa voix sonnait posée, presque étrangère. Il n'y avait pas de peur, seulement un constat. Mais sa main trembla tout de même une fraction de seconde en éteignant l'appareil. Elle emprunta un sentier qui n'en était pas un. Un sentier, ce n'est pas une ligne au sol, c'est une suite de pas ici. Pas à gauche où les racines affleurent, pas à droite où l'argile colle, pas devant où un vieil arbre est tombé en travers. Elle avait appris cela pendant des années ailleurs, et maintenant chaque pas ici composait une direction. Au bout d'une demi-heure, sous une liane, elle remarqua un premier signe, une courte entaille sur une écorce lisse, fraîche, encore humide. Un peu plus loin, une deuxième, puis une troisième. Toutes à la hauteur de ses épaules, comme si quelqu'un marchait en parallèle et balisait la route. Elle s'arrêta et posa les doigts. La résine était tiède. Dans le carnet apparut « Série de marqueurs », intervalle 20-30 mètres, ligne vers le nord-est, comme mon cap. Donc, soit on prévient, soit on conduit. Elle souligna « on conduit ». La chaleur montait comme l'eau dans une marmite. Le brouillard se leva, remplacé par une humidité lourde et dense. Respirer devint plus difficile, le t-shirt colla au dos. Dans une montée, un pincement au genou, vieux souvenir des sentiers pierreux de la Sierra. Elle savait, ces détails-là, on ne les commente pas, on les écoute. Elle ajuste la sangle, raccourcit le pas, adopte le demi-marche. Une vingtaine de pas, inspiration, expiration comptée, regard porté à 3 mètres devant. Quand la forêt pèse, regarder trop loin est un ennemi. Le proche, un salut. À midi, elle atteignit un ruisseau étroit où l'eau glissait sans bruit, comme sur du verre. Sur le sable de la berge reposait une figurine de brindille, un triangle posé sur un cercle. Elle s'accroupit. Ce n'était pas un jeu d'enfant, les brindilles étaient ajustées finement, les pointes taillées au couteau. À côté, une empreinte ovale de pieds nus, profonde, comme si quelqu'un s'était tenu là longtemps à l'écoute. Mariana ne prit pas la figurine, ne la déplaça pas. Elle savait, dans les zones taboues, on ne touche pas à ce que tu n'as pas déposé. Elle dicta dans l'enregistreur. Signe de brindille, symétrique, ressemble à une interdiction. Le sentier continue, mais sensation, périmètre. Puis, elle dessina soigneusement le schéma. La mémoire ment parfois, les lignes non. Elle franchit le ruisseau par une pierre lisse, manquant de glisser. La semelle gorgée d'eau était devenue savonneuse. De l'autre côté, la forêt se comportait autrement. Les sons semblaient s'éteindre sans rebondir sur les troncs. Elle s'en aperçut aussitôt. Tu dis A, l'écho ne répond pas. Vérification absurde, mais sur le terrain, ces broutilles sont des signaux. 50 pas plus loin, un autre signe. Une mince cordelette d'herbe nouée pendue à une branche basse. Elle connaissait les nœuds, pas une tribu de pêcheurs. Un motif ne passe pas. Elle s'arrêta 1 minute, juste pour vivre cet air. Il y avait moins d'humidité habituelle, plus de terre. Et dans ce plus, il y avait de l'étranger. Son ration était simple, riz, une poignée de noix, de l'eau. Elle posa le réchaud au pied d'une racine, mais, avant d'allumer, elle aperçut près de la flamme un minuscule objet, un petit disque d'écorce percé en son centre. Pas un bijou, un signal, comme si quelqu'un avait posé un œil qui regarde le feu. Elle ne le toucha pas, déplaça le réchaud d'un pas de côté, s'assit,
attacha ses cheveux, coupa une fine tranche de mangue séchée et, pour la première fois de la journée, s'autorisa une longue pensée, non pas de terrain, mais humaine. Et si mon erreur n'était pas d'hypothèse, mais de droit même d'être ici? Cette pensée était lourde comme une couverture mouillée. Puis en vint une autre, froide, professionnelle. Une frontière, c'est ce que reconnaissent les deux côtés. Tant que je la marque, je ne la franchis pas. Elle expira et alluma. Sous ces latitudes, la lumière bascule d'un coup. Un instant, la forêt est une pièce verte au plafond haut, l'instant d'après, un bol de verre rempli d'eau trouble. Elle savait qu'il fallait choisir un endroit de bivouac en hauteur, sans piste de fourmis, où l'eau ne saperait pas le couchage. Elle trouva une racine au vent, tendit la toile, nivela la couche, glissa une fine mousse sous le flanc. Devant l'entrée, le rituel habituel. Bottes nées vers l'extérieur, à l'intérieur seulement en chaussettes propres, vêtements mouillés sur la corde sous l'abri, poche détachable avec le GPS, sous la tête. Aucune romance, juste de l'ordre. L'ordre, c'est ce qui distingue une expédition d'une promenade. La pluie ne commença pas tout de suite. D'abord, quelque chose tambourina sur les feuilles, léger comme des pois secs. Puis le son gagna en densité et devint continu. Le tissu frémissait. Elle s'allongea, couverte jusqu'au menton, et régula sa respiration. Quand la pluie devint sourde et pleine, un autre son s'y mêla. Bref, comme une pierre tombant sur une racine. Ce n'était pas le hasard, c'était un toc. Intervalle, 3 à 4 battements de cœur, puis un autre toc, mais plus à gauche. Elle prit l'enregistreur. Des objets dehors, semblent être de petits cailloux, rythme irrégulier. Le vent n'en est pas la cause. Pause. Hypothèse, observation à distance. But, tester la réaction. Elle coupa l'enregistrement et à cet instant, quelque chose craqua tout près, au bord même de la toile. Pas lourd, pas menaçant, comme le pas d'un pied nu sur une feuille pourrie. Mariana ne remonta pas la fermeture. Sur le terrain, regarder signifie souvent se montrer. Elle vérifia d'une main l'emplacement des ciseaux, du ruban adhésif, de la lampe à lumière rouge, et se mit à compter les inspirations. Au bout de 7, le toc cessa. Au bout de 10, on perçut la pluie se calmer une seconde, comme si quelqu'un avait interrompu du plat de la main un filet d'eau sur une feuille. Elle s'endormit entre ces sons et se réveilla de froid. Sous l'abri, une poussière d'eau s'était déposée sur le visage, sur les cils. Dehors, tout était gris, ni matin ni nuit. « Bouchon de brouillard », dit-elle à voix haute. À la sortie de la tente, sur le sable, 2 choses gisaient. La première, une botte de brindilles sèches, parfaitement droite, alignée parallèlement comme des hachures. La seconde, une petite bourse de feuilles, serrée d'une fibre. Elle ne toucha ni l'une ni l'autre. Elle photographia, elle dessina. À l'enregistreur. Cadeau ou avertissement. Brindilles sèches peuvent signifier feu. Bourse, n'ouvre pas. Probabilité élevée d'un dialogue symbolique. Réponse, ne pas intervenir, rester neutre. Elle puisa de l'eau dans la rigole sous l'abri. Trouble, mais bonne à faire bouillir. Posa la gamelle et ferma les yeux pour se rappeler des cas similaires. En Équateur, une suspente tressée sur le sentier signifiait « reviens ». Au Chiapas, des cailloux empilés sur une souche, ici vivent des gens, passent en silence. Au Pérou, les nœuds signifient le plus souvent « non ». Son nom à elle pendait déjà sur le sentier la veille. Dans la journée, la forêt reprit vie, mais pas comme d'habitude. Des guêpes invisibles bourdonnaient. Au loin, quelque chose s'effondra avec un bruit sourd, comme un vieux tronc qui chute. Sur le versant opposé, elle trouva une passerelle fine, presque invisible, 2 lianes jetées au-dessus d'un ravin étroit et quelques bâtons plantés dans l'argile. Ce n'était pas une route pour tous, c'était un pont pour les siens. Elle aurait pu passer en bas par l'argile glissante, mais son instinct dit « ne casse pas ». Elle contourna par le haut, décrivit une courbe, perdit une demi-heure, mais préserva ce qui ne lui appartenait pas. Quand le brouillard se leva, une autre chose apparut avec le soleil. Une odeur, inconnue, ni fleurs, ni pourriture, ni fumée. Douce et piquante, comme une feuille fermentée ou une résine. L'odeur passait en bande, comme si quelqu'un venait de traverser en laissant un sillage.
Mariana s'arrêta et resta là jusqu'à ce que l'odeur se dissipe. Dans le carnet, marqueur olfactif, trace vers l'ouest, mouvement parallèle. Elle comprit qu'on la guidait, non seulement par des signes, on la guidait par un rythme, tantôt proche, tantôt lointain, sans lui laisser se détendre, comme un métronome qui tient la cadence d'une marche. Vers midi, elle entendit de l'eau, ni ruisseau, ni pluie, mais un grondement bas et régulier. 30 pas plus loin, un lit d'affluent apparut, sombre à la surface visqueuse. Sur la rive gauche courait une ligne de fines perches, fraîches, non patinées. À chacune pendait une touffe de fibres. Elle ne traversa pas, elle s'assit. Elle dicta « ligne de périmètre, perche tous les mètres, textile, naturel, probable frontière de l'eau des leurs. Je suis du côté étranger. » Elle parlait à voix haute, mais s'adressait à qui écoute, pas forcément des humains. Parfois, la forêt est l'auditeur le plus attentif. Elle sortit de sa poche une petite bourse en tissu, pas celle de l'abri, la sienne. Dedans, un fil minuscule de laine rouge. Dans les Andes, c'est un signe de bienveillance. Elle ne le posa pas sur les perches et ne le lança pas par-dessus l'eau. Elle le serra entre ses doigts et prononça à voix haute « Je vais passer et repartir. Je regarde, je ne prends pas. J'écoute, je ne répète pas. » Personne ne répondit, mais le bruit de l'eau baissa d'un cran. Le vent avait tourné. Après l'affluent, le sentier changea. Il s'élargit. C'était étrange, plus large alors qu'on ne voyait personne. Sur les troncs, des traces de frottement, comme si des mains y glissaient souvent. Au sol, des zones où l'herbe était couchée dans un même sens, comme des couchettes étroites. Elle marcha plus prudemment, sans faucher du talon, sans accrocher de la pointe, posant le pied souple, comme les guides de forêt l'enseignent, pour que tu ne t'entendes même pas toi-même. Et elle savait quand même, on l'entendait, comme on perçoit une respiration étrangère dans une pièce où tout le monde se tait. Le ciel s'assombrit d'un coup vers le soir. En bas, des filets de fumée s'étirèrent. Pas du brouillard, de la fumée. Rare, fine comme un cheveu, elle montait là où elle n'avait vu aucun feu dans la journée. Elle s'arrêta pour en comprendre l'origine. La fumée n'avait aucune odeur, aucune. C'était anormal. Tout feu sent. Donc, ce n'était pas un feu de cuisine, c'était un feu cygne. Elle murmura « Ils me parlent déjà dans leur langue, et je réponds encore dans la mienne. » La limite était proche, non géographique, morale. Elle décida de ne pas camper près de l'eau. Elle gagna un peu plus haut, sur une motte sèche parmi les racines. Elle tendit la toile plus bas que d'habitude pour que la lumière de la lampe ne filtre pas dehors. À l'entrée, elle déposa 2 petits objets, une cuillère à café et une feuille étroite striée. Marque pour celui qui serait assez proche pour les voir, mais pas assez pour les franchir. Elle ne jouait pas au rituel, elle posait des règles. Je suis ouverte, mais je suis une frontière. Parfois, cela suffit pour que la nuit n'ait pas de raison de trancher ton silence. La première heure, la pluie tomba en rideau. La deuxième, en gouttes serrées, presque impalpables. La troisième s'éteignit comme si on l'avait coupée. Et un silence tomba où l'on entend son propre pouls. C'est dans ce silence que le bord de la toile se tendit doucement. Pas sous le vent. Quelqu'un s'était appuyé dehors pour tester la densité du tissu. 1 seconde, 2. Elle retint son souffle. Un léger recul. Un pas de côté, sans bruit. Mariana sentit courir des étincelles sous la peau. L'enregistreur était là, mais elle ne l'alluma pas. Il est des sons qui ne sont pas pour l'archive, ils sont pour la mémoire. Quand elle finit par s'endormir, elle ne rêva pas de la forêt. Elle rêva d'un hangar universitaire aux rangées de boîtes contenant de vieux carnets de terrain. Sur chaque boîte, des capteurs d'alarme. Et elle allait entre ces boîtes pieds nus pour qu'elles ne sonnent pas. Elle se réveilla sur un grincement doux. Ce n'était ni la toile, ni une branche. C'était le bruit d'une fibre qu'on serre en nœud. Tout près. Elle regarda l'heure, 03:17. Elle nota du doigt sur l'écran froid du téléphone, 03:17, bruit de nœud. Au petit matin, sa cuillère n'était plus devant l'entrée. La feuille, on l'avait laissée. Sur sa nervure, une mince trace de pigment rouge, comme du jus de goyave.
C'était à la fois doux et ferme. « Nous voyons ton signe, vois-tu le nôtre ?» Elle déposa à la place de la cuillère un caillou blanc et plat tiré de sa poche. Elle l'avait pris sur la berge de l'Ucayali comme talisman de route. Désormais, il appartenait à ce sentier, pas à elle. Elle éteignit le réchaud, replia l'abri et dit à voix haute « Merci pour la nuit, je pars ». Elle l'avait toujours dit, même quand il n'y avait personne. Dans la forêt, on ne part pas sans dire un mot. Le jour, elle marcha plus vite que la veille, non par hâte, parce que le rythme avait changé. On la guidait désormais sans détour, par des lignes de signes directs. Le long du sentier gisaient des faisceaux d'herbes liés de fibres fines, exactement à hauteur où le regard glisse sans se fixer. Les faisceaux n'étaient pas là comme des déchets, mais comme des mots dans une phrase. Il ne manquait que les voyelles, elle les ajoutait elle-même. Un moment, à droite, une ombre passa dans une clairière, fluide comme le geste d'une main qui se retire d'une fenêtre. L'ombre n'était pas grise, elle était intentionnelle. Elle ne tourna pas la tête, elle dit à voix haute « Je vois » et elle passa. À midi, elle déboucha sur un étroit canyon, où coulait une eau couleur de thé. La traversée par des racines mouillées, comme des marches. De l'autre côté, une terre plane et nette, sans feuilles, comme balayée. Au centre, un cercle d'argile humide et lisse, large comme une grande assiette. Dans le cercle, des empreintes de mains, petites et grandes. Autour, rien, ni bâton, ni tissu. C'était la chose la plus directe qu'elle ait vue. Elle s'assit sur une pierre et resta longtemps à regarder ses mains. L'enregistreur dit de sa voix « Ses œufs, pas une trace, un message ouvert, je suis dans leur temps ». Puis elle coupa l'appareil et resta silencieuse. Elle ne photographia pas, elle ne dessina pas. Certaines choses sont pour toi, pas pour l'image. Quand elle se releva, le soleil avait passé le zénith et les ombres viraient au bleu. Il lui fallait décider, aller tout droit, là où conduisent les signes, ou obliquer et, peut-être, perdre le contact, mais garder la distance. Elle choisit la première option, parce que trop de jours passés en archives enseignent que le meilleur se trouve là où il y a un risque. Elle savait, la nuit du 3e jour, ici, marquait souvent des points où les histoires cessent de suivre le scénario. Et pourtant, elle posa un pied sur l'argile lisse, puis l'autre, là où la terre redevenait rugueuse. Un peu plus loin, le sentier vira à droite. Et là, dans un rectangle de lumière entre deux troncs, pendait une chose qu'on ne peut confondre avec rien, un objet tressé à hauteur de poitrine. Pas un piège, pas un ornement. À l'intérieur, le vide, comme un cadre sans tableau. Et c'était justement dans ce vide qu'il fallait avancer pour passer. Elle s'arrêta à portée de bras, regarda par-dessus. Le sentier descendait vers une dépression où l'herbe était humide comme une éponge. Elle chuchota. « Je suis venue pour comprendre, pas pour voir des visages. » Et elle resta immobile. Quelques secondes plus tard, le vent effleura le tressage, un tintement imperceptible, comme si quelqu'un avait répondu « Nous savons ». Elle fit un pas, mais pas dedans, sur la gauche, en contournant, laissant l'objet intact. Le soir, le ciel devint lourd, une brume remonta du sol. Tout sembla se rapprocher, troncs, feuilles, racines. Elle comprit, il faudrait vivre cette nuit autrement, non sous la toile, mais en hauteur, là où l'eau n'atteindrait pas et où l'on a moins de chances qu'on vienne par derrière. Elle trouva un dos d'arbre, une fourche à sa hauteur, lança une corde et fixa un hamac. C'était un mode attente. On y entend plus que sur le sol, et il est plus difficile de faire semblant de ne pas entendre. La nuit tomba sans transition. Et presque aussitôt, comme si c'était le même geste, les sons changèrent. Pas de pluie, mais un froissement, long, souple, comme une corde posée sur l'herbe. Et des pas, ni lourds comme ceux d'un animal, ni saccadés comme ceux d'un rongeur. Humains, lents, réguliers. Ils contournèrent par le bas, puis par la droite, s'arrêtèrent à l'endroit où le matin sa cuillère se trouvait. Ils s'immobilisèrent près du tronc où, le matin, elle avait vu un nœud, et de nouveau, le bruit d'une fibre qu'on serre en anneau. Elle resta immobile et compta ses inspirations. À la 10e, quelqu'un toussa doucement. Pas de maladie,
de présence, le son le plus humain qui soit. Elle n'alluma pas l'enregistreur, elle dit seulement, très lentement, presque sans air, « J'ai entendu » et attendit que le son se dissolve. Le matin du 3e jour, elle ne se retrouverait plus seule dans une zone taboue, mais invitée au bord d'un monde qui n'est pas le sien. Et ensuite, il y aurait moins de choix. C'est ainsi commence toute histoire dont la fin n'est pas décidée par les cartes, mais par ceux qui ne les ont jamais dessinées. Le soir, le ciel devint lourd, une brume remonta du sol. Tout sembla se rapprocher, troncs, feuilles, racines. Elle comprit, il faudrait vivre cette nuit autrement, non sous la toile, mais en hauteur, là où l'eau n'atteindrait pas et où l'on a moins de chances qu'on vienne par derrière. Elle trouva un dos d'arbre, une fourche à sa hauteur, lança une corde et fixa un hamac. C'était un mode attente. On y entend plus que sur le sol, et il est plus difficile de faire semblant de ne pas entendre. La nuit tomba sans transition. Et presque aussitôt, comme si c'était le même geste, les sons changèrent. Pas de pluie, mais un froissement, long, souple, comme une corde posée sur l'herbe. Et des pas, ni lourds comme ceux d'un animal, ni saccadés comme ceux d'un rongeur, humains, lents, réguliers. Ils contournèrent par le bas, puis par la droite, s'arrêtèrent à l'endroit où le matin sa cuillère se trouvait. Ils s'immobilisèrent près du tronc où, le matin, elle avait vu un nœud. Et de nouveau, le bruit d'une fibre concert Naino. Elle resta immobile et compta ses inspirations. À la 10e, quelqu'un toussa doucement. Pas de maladie, de présence. Le son le plus humain qui soit. Elle n'alluma pas l'enregistreur. Elle dit seulement, très lentement, presque sans air, « J'ai entendu » et attendit que le son se dissolve. Le matin du 3e jour, elle ne se retrouverait plus seule dans une zone taboue, mais invitée au bord d'un monde qui n'est pas le sien. Et ensuite, il y aurait moins de choix. C'est ainsi que commence toute histoire dont la fin n'est pas décidée par les cartes, mais par ceux qui ne les ont jamais dessinées. Elle savait que la frontière était proche, mais au lieu de s'arrêter, Mariana fit un pas de plus. Et ce pas fut le dernier que ses notes confirmèrent. Après, il ne resta que des traces brouillées au sol, des lignes inachevées dans le carnet, et un silence où son expédition se dissout. Le matin du 3e jour débuta par un froid inhabituel. La forêt semblait s'être essoufflée durant la nuit, et se tenait immobile, sans vent, sans oiseaux, même sans stridulation d'insectes. Mariana sortit du hamac, secoua la toile humide et remarqua aussitôt, au pied de l'arbre, quelqu'un avait disposé 3 petites baguettes en forme de flèche. Elles pointaient vers le nord. Elle s'accroupit, regarda longuement ce signe et écrivit dans le carnet « Indication de route, probablement invitation ou test ». Puis ajouta « Décision, suivre, pas d'autre choix ». Elle avança lentement, se retournant sans cesse. Elle sentait qu'à chacun de ses pas, quelqu'un observait, sans que personne ne sorte de l'ombre. Au bout d'une demi-heure, elle entendit des coups, lointains, sourds, comme si l'on frappait un tronc avec une pierre. Un coup, pause, un autre. Le rythme évoquait l'humain. Elle alluma l'enregistreur et dit « Coup, intervalle, 15 secondes », semble être un signalement. Communication possible au sein du groupe. Sa voix restait posée, mais ses mains tremblaient. La forêt devenait plus dense. Des lianes barraient le passage, il fallait les trancher au couteau. Plusieurs fois, elle vit sur les troncs des nœuds d'herbe, tout récents. Par moments, on aurait dit qu'elle avançait non sur un sentier, mais dans un couloir que l'on venait tout juste de construire pour elle. À midi, elle arriva sur une clairière. Au centre, un tas de cendres, reste de feu. Mais tout autour était trop propre. Pas de branches, pas d'herbe. Seulement la terre, tassée par des pieds nus. Elle prit l'enregistreur. Halte, récente, pas de déchets, tout nettoyé. Donc, il savait que je pouvais venir. Elle se tut quelques secondes et ajouta tout à coup.
Je comprends qu'ils sont là. Je sens qu'ils m'attendent. Elle fit quelques pas en avant et perçut un mouvement. De l'autre côté de la clairière, une ombre glissa derrière les arbres, puis une autre, trop fluide pour être des animaux. Elle se figea, leva la main et dit « Je viens avec respect, je ne prendrai rien, je ne suis qu'observatrice. » Pas de réponse. Les ombres disparurent. Elle posa le sac, sortit le carnet et écrivit « Première fixation visuelle d'une présence. Visage non vu. Distance 20 mètres. Comportement observation. » Les lignes se tordaient, l'encre bavait sous l'humidité. Ensuite, la route se fit plus dure. Le sentier monta sur une colline, la terre glissait, les jambes fatiguaient. Elle s'arrêtait tous les 10 pas pour reprendre souffle. Sa respiration devenait bruyante, et à chaque inspiration, il lui semblait que quelqu'un la répétait en écho. Le soir, elle atteignit un ruisseau. L'eau était trouble, des traces fraîches marquaient les pierres. En se penchant pour remplir la gourde, elle aperçut à côté une fine rayure d'un objet tranchant, comme si une lance ou un bâton avait effleuré la pierre. Elle retira la main et nota « Ils sont très proches. Peut-être suivent-ils chacun de mes pas. J'ignore ce qui arrivera cette nuit. » Elle choisit un lieu de campement un peu au-dessus de l'eau. Elle déplia l'abri, mais ne fit pas de feu. Assise dans le noir, elle alluma l'enregistreur. Si quelqu'un trouve cet enregistrement, sachez, je ne suis pas venu pour le conflit. Je voulais comprendre leur rite, leur monde. Mais je comprends maintenant, ils ne veulent pas être compris. Ou ne veulent pas que d'autres le sachent. Sa voix vacilla. Elle se tut quelques secondes, puis ajouta à mi-voix « Si demain je ne reviens pas, cherchez près des affluents au nord. Ici, j'ai entendu leur respiration. » La pluie commença vers minuit. La toile tambourinait comme un tambour. Elle restait immobile, quand soudain, elle entendit un grincement, doux, comme un frottement de cordes, puis des pas, tout près. Quelqu'un fit le tour, s'arrêta à l'entrée. Elle ferma les yeux et compta. 1, 2, 3. Les pas s'éloignèrent. Au matin, elle vit près du foyer un nouveau signe. Des feuilles soigneusement disposées au sol et au centre, un petit morceau d'ocre rouge. Elle le regarda et écrivit « Avertissement. Peut-être dernier retour possible. » Mais elle rangea son sac et repartit. Dans la journée, elle arriva à un endroit où les arbres s'ouvraient sur une dépression. Là, dans la brume, elle aperçut des constructions. Quelques huttes en feuilles de palmier, entourées de vide. Elle fit un pas en avant et se figea. Des masques d'écorce pendaient aux parois, et l'air portait une odeur de fumée. Elle sortit l'enregistreur et dit « J'ai trouvé leur village ». Ce furent ses derniers mots sur l'appareil. Quelques jours plus tard, les secouristes ne retrouvèrent que son sac et son carnet posés près d'un ruisseau. L'enregistreur était là, la batterie presque vide. Le dernier enregistrement s'achevait par la phrase « J'ai trouvé leur village ». Ensuite, seulement des parasites et des craquements. Mariana Ruiz disparut ce jour-là. Ni corps, ni trace, ni explication. Son chemin s'interrompit là où commençait le territoire des autres. Après 40 jours de recherche, on ne trouva rien d'autre dans la jungle péruvienne que son sac et son enregistreur. Le reste avait disparu, comme dissous par l'humidité, comme si l'Ucayali et la forêt avaient décidé de cacher toute trace. L'histoire de Mariana Ruiz devint l'un des mystères les plus sombres et inexplicables de l'anthropologie. Quand elle ne revint pas à Lima à la date prévue, ses collègues donnèrent l'alerte. Mariana avait toujours été disciplinée. Même dans les pires conditions, elle envoyait de courts messages ou des balises de coordonnées. Son silence fut la première preuve que l'expédition avait tourné court. L'université signala sa disparition au consulat, qui prévint les autorités péruviennes. Une semaine plus tard, l'opération de recherche commença. À l'Ucayali arrivèrent des officiers de la police nationale, des militaires et des volontaires. On fit appel à des guides locaux, habitués à ces sentiers.
Des hélicoptères survolaient les affluents, des vedettes remontaient le courant. On installa des camps sur les berges, on cherchait des traces. Mais la forêt répondait par le silence. La seule découverte des premiers jours fut son campement temporaire au bord d'un ruisseau. Au sol, des restes de feu. À côté, une marmite renversée. Mais il y avait trop peu d'objets, comme si quelqu'un avait tout rassemblé avec soin et emporté. Un peu plus loin, près de la rive, on trouva son carnet. Les pages avaient gonflé, mais une partie du texte avait tenu. Les dernières lignes étaient irrégulières. Ils sont proches, j'ai trouvé leur village. 2 jours plus tard, on trouva le sac. Il était dans l'eau, accroché aux racines. Dedans, presque rien. Une gourde vide, un change et l'enregistreur. Quand on l'alluma, on entendit la voix de Mariana. J'ai trouvé leur village. Puis des craquements et un bruit de chute, comme si le micro tombait au sol. L'enregistrement s'arrêta net. Ni appareil photo, ni GPS, ni tente, ni effet personnel ne furent retrouvés. Les hypothèses surgirent aussitôt. La première, la plus évidente, elle s'était égarée et n'avait pas pu ressortir de la forêt. En saison des pluies, les conditions sont extrêmes, eau contaminée, feux qui ne prennent pas, nuit plus froide que prévu. Mais cette version n'expliquait guère pourquoi ces affaires avaient été rassemblées et déposées avec soin. La deuxième hypothèse, l'accident. Elle aurait pu glisser près de la rivière et le courant l'emporter. Mais là encore, une question restait. Qui avait placé soigneusement son sac et son carnet? La troisième hypothèse, la plus inquiétante. Elle était bel et bien arrivée jusqu'au village qui refusait le contact. Pour une communauté protégeant ses rites depuis des siècles, l'apparition d'une étrangère pouvait constituer une rupture de tabou. Il est possible que son chemin se soit terminé précisément là où elle avait dit pour la première fois « J'ai trouvé leur village ». Mais aucune preuve ne vint l'étayer, ni témoin, ni indice direct. Pour sa famille à Lima, ce fut une catastrophe. Son frère dit au journaliste « Elle connaissait le risque, mais elle croyait pouvoir construire un pont. Ce pont s'est effondré avant que quiconque ne le traverse. » Sa mère confia « Elle est partie chercher le savoir. Elle a reçu le silence. » Pour ses collègues, l'histoire de Mariana fut une leçon. Aux conférences, on discutait ses notes, l'enregistreur, les photos qu'elle avait eu le temps d'envoyer plus tôt. Mais revenait toujours la même question. Où se situe la limite entre la recherche et la violation de la volonté d'autrui? Officiellement, elle fut déclarée portée disparue. Mais dans le milieu anthropologique, son nom devint un symbole. La chercheuse qui voulait voir un rite d'initiation, mais qui devint elle-même partie d'un rituel de disparition. Aujourd'hui, son histoire reste sans réponse. Certains disent que son chemin s'est achevé à cause de la fatigue et des conditions naturelles. D'autres qu'il s'est terminé dans un village où l'on n'admet pas d'étrangers. Et d'autres encore sont convaincus que la forêt l'a caché, comme elle cache tout ce qui ne doit pas être raconté. Reste la question essentielle, ouverte. Fallait-il aller là où l'on n'était pas invité? Ou bien est-ce justement ces pas-là qui font de quelqu'un un chercheur? L'histoire de Mariana Ruiz se termine là, où les réponses se noient dans le silence. Et vous, qu'en pensez-vous? Avait-elle une chance de revenir? Ou, dès qu'elle a franchi la limite, le chemin du retour a-t-il cessé d'exister? Écrivez vos idées en commentaire, car ce sont précisément de telles histoires qui nous rappellent qu'en jungle, il y a toujours un prix à payer pour voir ce que d'autres préfèrent cacher.